ces derniers jours, ces dernières heures, les choses s'accélèrent dans la résolution du conflit ukrainien. On apprend que Volodymyr Zelensky sera en Arabie Saoudite mercredi, donc sûrement pour parler avec des émissaires américains et russes, en tout cas sans les Européens. En tout cas, ils ne sont pas au premier plan. On en parle avec vous, Nicolas Bavrez, essayiste et historien, avocat. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-on en train d'assister à un déclin européen? Quelle est la place de l'Europe aujourd'hui, par exemple, dans ce conflit Ukraine-Russe et dans la résolution? On n'apparaît pas. Non, on n'apparaît pas du tout. Et cette conférence de Munich a un côté tragique. Vous savez, c'est Karl Marx à qui l'on prête la formule « l'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». Et la conférence de Munich de 1938 avait vu des accords avec la médiation de Mussolini, donc Hitler, Chamberlain et Daladier avaient signé de pseudo-accords qui organisaient le démembrement de la Tchécoslovaquie. Et puis derrière, comme on sait, alors qu'ils croyaient, j'allais dire, maintenir la paix, évidemment, on a eu le pacte germano-soviétique, l'invasion de la Pologne et la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est spectaculaire, c'est d'abord que ces discussions, pour l'instant, ignorent complètement l'Europe, mais c'est surtout le fond, puisqu'on a eu le détail de l'offre qui a été faite par Donald Trump à Vladimir Poutine. Donc, c'est le fait que la Russie annexerait 20% du territoire ukrainien. Donc, les oblasts, effectivement, de Donetsk et de Louhansk. Voilà. Ensuite, qu'il y aurait une interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, de nouvelles élections qui organiseraient le départ de Volodymyr Zelensky, aucune garantie de sécurité des États-Unis et des garanties de sécurité qui devraient être apportées par les Européens, mais hors article 5 de l'OTAN. Et donc, évidemment, ça revient à dire que tout ça n'est... Et le partage des terres rares plutôt en faveur des États-Unis, évidemment. Alors, ça, c'était l'offre faite c'est l'offre faite à Poutine. Donc, pour être clair, c'est comme 38, c'est une capitulation, puisque c'est exactement tous les buts de guerre de Poutine, alors même que, certes, son armée progresse, mais depuis 3 ans, il n'a pas fait la décision sur le plan militaire. Donc c'est incroyable de lui offrir tout ce qu'il a demandé, et par ailleurs, ça valide absolument, et c'est là où c'est très dangereux pour la suite, c'est que ça valide les ambitions impériales de Vladimir Poutine, et il est clair que il y a un petit côté de Yalta, c'est-à-dire, on sait que Staline avait profité du fait à Yalta que Roosevelt était à 2 mois de sa mort, il était très affaibli. Il n'y a pas eu de partage officiel, contrairement à ce qu'on dit à Yalta, mais de fait, en échange d'une pseudo-entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon, Staline a fait valider le fait que tout ce qui était occupé par l'armée rouge devenait soviétique. Et là, en réalité, on valide la reconstitution de l'Empire soviétique qui est le véritable objectif de Poutine. Et puis derrière, il y a eu 2 choses incroyables. Premièrement, un degré de cynisme des États-Unis ahurissant, puisque on a proposé à l'Ukraine un traité par lequel les États-Unis accaparent les terres rares en échange de l'aide passée. Oui, mais il y a eu tous les financements passés. Les États-Unis, comme les Européens, ont aussi largement mis la main au porte-monnaie. Sans aucune, avec le refus de toute garantie pour le. Donc non seulement on abandonne l'Ukraine, mais on lui demande de payer pour l'abandon. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis le discours de J.D. Vance, qui comporte des aspects d'ailleurs, qui sont des aspects réels. Quand il explique que la priorité des États-Unis, c'est la surveillance de leurs frontières et la Chine, bon, c'est le choix des États-Unis, c'est parfaitement entendable. Quand il explique que les Européens doivent prendre en compte la défense conventionnelle de l'Europe, il a également raison. Maintenant, le cours de démocratie donné par des gens qui violent la Constitution des États-Unis tous les jours, avec un président qui s'arroge les pouvoirs du Congrès, avec le contournement systématique, la vassalisation de la justice, et pour bien faire avec un coup d'État numérique de monsieur Elon Musk et de ses équipes qui prennent le contrôle du système des paiements du Trésor ou qui commencent à manipuler les systèmes
de rémunération, de gestion des fonctionnaires fédéraux, c'est incroyable. Dans les faits, dans les résultats, effectivement, les États-Unis s'en sortent quand même beaucoup mieux. Donc il y a peut-être des règles. Donc les Européens devraient peut-être arrêter de respecter. Le fait que les États-Unis s'en sortent beaucoup mieux, je pense que c'est tout à fait contestable, parce que l'OTAN, il est certain qu'on va y revenir, que les Européens doivent renforcer leur effort de défense. Mais l'avantage que les États-Unis ont tiré de cette alliance, l'avantage, il est énorme. Et je rappelle qu'y compris sur le plan économique, le fait d'avoir 450 millions de consommateurs, aujourd'hui avec la fragmentation du monde, si on prend y compris les GAFAM, il n'y a pas tellement d'endroits où ils sont en réalité maîtres chez eux. En Europe, il n'y a pas d'acteurs numériques. Donc c'est un marché qui est un marché pour les GAFAM. Et donc, le jour où et par ailleurs financièrement, les avantages des États-Unis, puisque malheureusement l'Europe a suicidé ses banques, donc tout marché financier à haute valeur ajoutée, c'est un marché américain. Donc en réalité, le levier que représente l'Alliance, l'OTAN pour le levier stratégique et le levier politique, il est considérable. C'est d'ailleurs... Cette alliance est en train d'être démantelée, mais c'était quand même sans doute l'alliance stratégique la plus durable et la plus efficace de l'histoire. Et il faut céder sur les dépenses de défense. On est à 1,7% du PIB en Europe. Est-ce qu'il faut monter à 4-5% ? Et à quel type de défense ? Est-ce que ce serait de l'achat de matériel d'entreprises françaises, donc on pense à des Dacia Aviation, des Safran, ou alors est-ce qu'il faut acheter américain, comme certains l'appellent, notamment Christine ? Premièrement, ce n'est pas du tout céder. Il faut que l'Europe réarme. C'est un principe de réalité. Le message de l'administration Trump, mais on savait que ce serait celui-là, mais les Européens étaient dans le déni. C'est-à-dire que maintenant, la sécurité de l'Europe n'est plus leur problème. Donc, on ne doit pas réarmer. On est armé, on est doté nucléairement. On va venir ensuite, mais on doit réarmer, pas du tout pour les États-Unis, on doit réarmer pour nous-mêmes. Parce que la menace de la Russie, avec ce qui s'est passé là, elle est absolument majeure. Et que par ailleurs, on a aussi, si vous voulez, quand on regarde l'Europe, si on part de la Baltique jusqu'à Gibraltar, il n'y a que des endroits en guerre et des zones de crise autour de nous. Donc il faut quand même qu'on en tienne compte. Donc ça, c'est pour l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on doit le faire ? L'Europe, elle doit réarmer effectivement pour l'Europe et par l'Europe. Donc ce qui a été prévu par la Commission, c'est-à-dire un fonds de 100 milliards, où en réalité, on achète américain et on a la tutelle des États-Unis sur les exportations, c'est un système qui est complètement absurde. Donc cet argent européen doit être destiné à des équipements qui sont conçus, fabriqués en Europe et qui peuvent être exportés par l'Europe comme elle le souhaite et quand elle le souhaite. La deuxième chose, c'est que sur cette défense européenne, donc l'Union européenne, elle peut se mêler de financement pour faciliter les choses. C'est certainement pas elle qui doit piloter. Et donc, on doit faire un directoire de pays européens avec ce qui permet de réintégrer le Royaume-Uni, ce qui est très important. C'est un tiers du potentiel militaire. Donc, France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne. Et on doit avoir un directoire qui pilote le réarmement. Pour la France maintenant, vous avez rappelé que c'est une puissance nucléaire. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse deux choses. Premièrement, on pensait avoir la suffisance en matière nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas forcément vrai et qu'il va falloir réarmer, y compris sur le plan nucléaire. Et la deuxième chose, c'est que, en revanche, on a systématiquement reporté, différé l'adaptation de notre modèle d'armée. Donc on a un modèle d'armée qui est fait pour faire du corps expéditionnaire en Afrique. Nous sommes incapables de conduire un combat de haute intensité en Europe aujourd'hui. L'armée de terre n'est pas équipée pour le combat des drones. On a un énorme retard en matière d'intelligence artificielle sur les frappes en profondeur et surtout, elle manque de volume. L'armée de terre française, c'est 77 000 hommes. Ça tient dans le Stade de France. Voilà. Et si vous voulez aujourd'hui, pour vous donner, juste pour donner le rapport, si on veut garantir une ligne de front sur l'Ukraine, il y a 700 000 soldats russes sur la partie du territoire ukrainien qui est occupée. Donc si on veut dissuader la Russie, il faut 100 à 150 000 hommes,
et puis il faut les faire tourner. Donc évidemment, ils ne seront pas tous français, mais 100 à 150 000 soldats européens, et il faut avoir la capacité à les faire tourner pour durer pendant des années, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Le conflit est encore d'être le plus nombreux et pas les plus avancés, les plus avancés technologiquement. C'est encore une question de nombre sur le terrain militaire. Alors, évidemment, la technologie est très importante, mais c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec la Russie face à l'Ukraine. En matière militaire, la technologie, si vous voulez, elle peut vous faire la rupture, mais ensuite, de toute manière, il faut occuper le terrain. Et donc, au bout du bout, vous devez toujours avoir des fantassins qui tiennent des positions ou qui les occupent. Et un des problèmes de l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus l'avantage du nombre face aux Russes. Et en tout cas, aujourd'hui, compte tenu du niveau des menaces, le format des armées françaises, il est complètement déraisonnable. Donc la France va devoir programmer, et c'est très compliqué compte tenu de l'état des finances publiques, le fait d'amener son effort de défense, pas à 5%, mais à 3% du PIB, ça paraît un objectif vraiment raisonnable. Et maintenant, il faut aller vite. Et par ailleurs, il est clair que, vous parliez tout à l'heure de l'industrie de défense, mais il faut lui donner de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, nos industriels n'ont pas du tout la capacité de production pour faire face. On a parlé d'économie de guerre, la Russie y est, c'est 40%. 40% des... Oui, pour faire tourner les dépenses usines. publiques. On sait que certaines usines sont déjà au maximum. Si on parle mais avant de les faire tourner, il faut avoir des lignes. C'est au maximum. Il faut avoir des lignes de production. Et aujourd'hui, on était tombé tellement bas, tout le monde était grosso modo au point mort. Mais les industriels ne construiront des lignes de production que le jour où ils auront de la visibilité sur les commandes. Aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Bon, l'Europe n'a-t-elle pas tout perdu avec ce conflit ukrainien, la légitimité donc de s'asseoir à la table des décideurs, la croissance, on n'en a plus quand même, la souveraineté, on sait qu'aussi énergétiquement, ça s'est déplacé en fait, notre dépendance de la Russie aux États-Unis et puis au reste du monde en ce qui concerne le gaz. La liste est quand même longue. Qu'est-ce qui nous reste quand même de positif Alors, l'Ukraine a été le révélateur de cette stratégie absurde qui était de dépendre de la Russie pour l'énergie et le gaz, de dépendre de la Chine, alors pour les exportations pour l'Allemagne, pour les importations pour la France, et de dépendre des États-Unis pour la technologie et pour la sécurité. Alors, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il nous reste beaucoup de choses. Et le problème de l'Europe, c'est l'absence de volonté et de stratégie. Quand on regarde d'abord les atouts, on s'aperçoit qu'on a du capital humain, on a de la recherche, on a des entreprises dont certaines sont tout à fait excellentes. On a de l'épargne, contrairement aux États-Unis. Simplement, tout ça est extrêmement mal utilisé de manière hétérogène et dispersée. L'autre point d'optimisme, c'est que quand on regarde l'Europe, en ce moment, il y a un trou noir en Europe, c'est la France et l'Allemagne qui sont supposés être le moteur de l'Union et qui sont au 36e dessous. Le Royaume-Uni l'est aussi à cause de l'absurdité du Brexit. En revanche, quand on regarde au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on a des pays qui se... Et regardez par exemple un pays comme la Suède, c'est un pays qui a une bonne croissance, qui a un marché du travail qui est tout à fait dynamique. C'est un pays qui maintenant consacre 2,6% du PIB à sa défense, qui a rétabli le service militaire. Et si vous regardez la Finlande, c'est un pays qui a complètement réorienté son système énergétique, tous ses échanges extérieurs vers l'Ouest depuis la menace russe aussi, évidemment. Et c'est un pays qui consacre aujourd'hui 2,7% du PIB à sa défense. Donc, l'Europe du Nord, aujourd'hui, c'est l'endroit du monde où on concilie le mieux compétitivité, solidarité, innovation, transition écologique et réarmement. Donc ça montre que c'est possible. Vous avez rappelé qu'en Europe du Sud, il y a aussi beaucoup de choses positives au Portugal, en Espagne, même la Grèce se relève. La Pologne est un pays qui connaît une croissance moyenne maintenant, depuis qu'elle est rentrée dans l'Union, c'est 5% de croissance par an, une situation de plein emploi, et c'est un pays qui consacre 4% de son PIB à la défense.
Mais on a l'impression que c'est beaucoup de situations différentes. Alors, est-ce que c'est possible de mettre tout ce monde d'accord? Parce que effectivement, il y a une volonté. Si on lit les rapports Letta, les rapports Draghi, les constats sont clairs. Et sur ce qu'il faut faire aussi, le diagnostic est très bien fait. En revanche, pour passer à l'action, on a l'impression qu'on met beaucoup plus de temps. On ne se rend pas compte de l'urgence. On veut attendre de se mettre d'accord alors que c'est impossible parfois à 27. Non, mais il va falloir effectivement changer de rythme. Ce qui est vrai aussi, c'est que la géographie est très importante. Donc, on comprend bien que la menace russe pour la Pologne, c'est pas la même chose que pour l'Irlande. Et qu'à l'inverse, quand on est en Scandinavie, on a beaucoup à faire en mer Baltique, où les Russes font pique-pendre en saccageant toutes les infrastructures essentielles, notamment les câbles sous-marins. Il va de soi que quand on est Espagne et Italie, France ou Grèce, la Méditerranée, c'est une priorité face à la Baltique. Mais il me semble qu'on peut arriver à trouver un certain nombre de principes communs. D'abord, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que cet espace doit maintenant reconquérir le contrôle précis de ses frontières. La deuxième chose... Ça, c'est pour l'immigration. C'est pour tout. Parce que quand vous faites le trafic des migrants, vous faites aussi du trafic de drogue, vous faites du trafic d'armes, et de toute manière... si vous voulez, on laisse rentrer trop de choses en Europe. Pour l'instant, on laisse rentrer tout, n'importe qui et n'importe quoi. Donc ça doit s'arrêter. La deuxième chose, c'est que... Mais c'est important parce que c'est quand même dans l'ADN de l'Europe, le marché ouvert, la libre circulation. Oui, mais si vous voulez avoir la libre circulation à l'intérieur suppose le contrôle des frontières externes. Ça, c'est une règle absolue. La deuxième chose, c'est que ce qu'on voit en Baltique, mais aussi avec les problèmes de mobilité, c'est que dans cet espace, il y a des infrastructures essentielles. Regardez la guerre que mène la Russie sur l'Ukraine, c'est une guerre qui est menée autant contre la population civile et contre les infrastructures que sur le plan vraiment militaire. Donc là, nous avons un énorme champ aussi de sécurisation, de protection de nos infrastructures essentielles. Et ensuite, il y a une partie proprement militaire, et là, qui peut être d'ailleurs maintenant, les vieilles querelles sur l'OTAN, de toute façon, elles ont plus grand sens compte tenu du fait que les États-Unis sont en train de vider cette alliance de son sens. Mais diplomatiquement, on peut très bien dire que c'est un pilier européen de l'OTAN, mais maintenant, il faut vraiment se mettre à avoir il ne faut pas d'armée européenne, c'est absurde, mais il faut intensifier considérablement les opérations communes de nos forces. Et en réalité, pour l'instant, on est à peu près au niveau de la Russie. Si on prend les dépenses, mais ce qui montre que la Russie n'est qu'un arsenal, en termes réels, les dépenses de l'Europe, c'est 457 milliards, les dépenses militaires. La Russie est à 462. Donc la Russie est au-dessus, mais un tout petit peu au-dessus. C'est vrai que, par exemple, si on passait à 3% du PIB, aujourd'hui, l'Europe, c'est 1,7. Si on passe à 3% du PIB, ça fait 250 milliards de dollars en plus. Et donc, la Russie se retrouverait rapidement déclassée. Mais est-ce qu'on doit vraiment faire cet effort budgétaire, cet effort financier, et un peu saccager tout le reste? On sait qu'on a aussi besoin de beaucoup d'investissements dans la transition énergétique. Vous savez, on ne saccage pas tout le reste, parce que la sécurité, intérieure et extérieure, c'est la première condition si vous voulez faire aujourd'hui du développement ou si vous voulez faire du progrès social. Regardez la manière dont la violence est en train de déstructurer nos sociétés à l'intérieur. Et donc, par principe, si vous voulez si vous laissez la Russie récupérer la moitié de l'Europe, je ne crois pas que ça va beaucoup servir à la transition écologique. En ne faisant pas respecter l'ordre à l'extérieur, on ne le fait pas respecter à l'intérieur, c'est un peu ça. Oui, non, mais si vous voulez la liberté, et avec la liberté avoir des politiques de progrès social, de progrès écologique, il faut la garantie de la sécurité. La sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Et si vous voulez, contrairement à ce que raconte Vladimir Poutine, c'est une conception de la sécurité qui est purement défensive. Personne en Europe n'imagine et n'a envie d'aller... personne ne veut attaquer la Russie.
Simplement, c'est le paradoxe de ces démocraties. C'est pas parce que nous, on veut pas avoir d'ennemis qu'on n'en a pas. Or, il faut écouter Vladimir Poutine, il a été très clair. Il veut refaire l'Empire soviétique, donc il veut reconquérir les États baltes, il veut reconquérir également une partie de la... Et ça, on ne peut pas le laisser faire parce que c'est quelque chose qui compromet directement notre liberté, notre mode de vie, notre civilisation et nos valeurs. C'est le nouvel état du monde et dans ce monde si fragmenté, il est illusoire maintenant de vouloir commercer avec ces zones-là, la Russie, la Chine et même... Alors je pense que les choses sont différentes. Là encore, il faut faire la politique de sa géographie. Avec la Russie, je pense que personne ne peut accorder la moindre confiance à Vladimir Poutine en Europe et a fortiori quand... Mais si c'est avec des entreprises, si c'est des acteurs duo privés Trump, qui commercent entre eux. En revanche, pour la Chine, c'est extrêmement différent. Pour l'instant, il n'y a pas de conflit ouvert. La Chine ne mène pas de conflit. Elle appuie la Russie, ce qui est un problème, mais la Chine ne livre pas une guerre de haute intensité sur le continent européen. Et surtout, dans ce monde donc, qui est un monde de compartiments, et on voit qu'il y a une espèce de club des hommes forts entre Trump, Poutine, Xi, Erdogan ou Kim en Corée du Nord d'une certaine manière. En fait, l'Europe, elle doit jouer ses intérêts. Et nous avons intérêt à faire vivre le commerce avec l'Amérique latine, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, et même, pour le coup, d'une certaine manière, avec la Chine, en étant sans illusion. Donc, il est exclu. Par exemple, on doit respecter évidemment les embargos sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle avec la Chine, parce qu'on sait que c'est un danger mortel. En revanche, il y a beaucoup d'autres choses avec lesquelles on peut commercer sans difficulté avec la Chine. Et en tout cas, on ne doit pas se laisser enfermer dans l'opposition frontale. La rivalité stratégique du XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis, c'est une donnée. Mais l'Europe n'a pas à se laisser vassaliser par les États-Unis, pas plus que par la Russie ou par la Chine. Un mot des élections allemandes, on connaîtra la semaine prochaine quel vainqueur sort de ces élections et a priori ce serait Friedrich Merz. Les conservateurs, comment ils peuvent remettre l'Allemagne en route et l'Allemagne forte en Europe, ce serait à quelle échéance ? Alors, cette élection, elle est très importante, effectivement, d'abord pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne est coincée pour l'instant dans une crise économique épouvantable. Son modèle mercantiliste a explosé, donc elle a d'une certaine manière, malheureusement, exporté dans toute l'Europe cette dépendance à la Russie pour le gaz, à la Chine pour les exportations, et puis aux États-Unis pour la sécurité, la technologie et maintenant pour l'énergie. Mais c'est aussi une élection qui est très importante pour l'Europe parce que c'est la première grande élection justement post-Trump et après cette conférence de Munich qui a quand même été d'une violence extrême. Donc finalement, les Allemands vont nous livrer une indication assez forte sur est-ce que les Allemands sont prêts à modifier leur modèle économique et social et à bouger là-dessus et donc à remettre en cause notamment un modèle énergétique qui est complètement absurde et qui les mène à la ruine en même temps que le reste du continent. Est-ce qu'ils sont prêts à réarmer pour de bon? Et donc, c'est le deuxième aspect. Est-ce qu'à travers les Allemands, les Européens sont prêts à se remettre en question pour faire face à ce nouveau monde? C'est-à-dire se remettre au travail, à l'investissement et à l'innovation pour être compétitifs, et se remettre à investir dans la défense pour assurer leur sécurité. Donc, de ces deux points de vue, cette élection est effectivement très importante. Et il y a une troisième chose, surtout après le discours de Jill Vance à Munich, qui a quand même repris les critiques de Poutine et de l'extrême droite européenne contre la démocratie. Est-ce que, par ailleurs, quel est le degré de résistance de l'Allemagne à l'AfD, soutenue par, en fait, Poutine et par Elon Musk ?
Donc, pour ça, cette élection va être très importante. C'est vrai que la campagne a été donc dominée par les ingérences de Musk et par une série d'attentats tragiques, 5 attentats islamistes majeurs en 7 mois. Ces attentats vont clairement peser sur le scrutin, mais on va voir si la démocratie allemande est capable de trouver des solutions. L'Allemagne a quand même elle a des atouts considérables. La force de son industrie subsiste. Elle a une empreinte mondiale à travers ses réseaux commerciaux. Et puis, elle a une vraie possibilité d'alternative démocratique avec la CDU-CSU conduite par Merz. Et enfin et surtout, elle a une dette publique qui est limitée à 62% et elle du peut PIB. dépenser. Donc l'Allemagne a les moyens de la conversion de son modèle économique. Elle a les moyens de son réarmement. Il faut simplement qu'elle sorte un peu de la pathologie ou de l'espèce de blocage idéologique inverse de la France. Donc la France ne croit qu'à la dépense et au déficit et à la dette. Et l'Allemagne, elle, considère que la dette est le mal absolu, donc elle a introduit dans sa constitution une disposition absurde, voilà, le déficit structurel maximum de 0,35% du PIB, et du coup elle est ligotée, et c'est de manière complètement absurde, elle est incapable. Le peu de réarmement qu'elle a fait, elle l'a fait avec un fonds spécial, mais qui arrivera à terminaison fin 2026. Et en réalité, pour l'instant, il n'y a pas de vrai réarmement de l'Allemagne. Donc, si l'Allemagne bouge, et de manière démocratique, ce sera une très bonne nouvelle pour elle, pour la France, parce que ça reste notre premier partenaire, et pour l'Europe. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez, d'être venu nous parler donc de l'Europe et du monde. Nicolas Bavrez, donc avocat, essayiste et historien. Merci à vous. Merci infiniment.